Voilà. Et donc, nous allons pouvoir démarrer. Cela fera venir les retardataires. Alors, bonjour à tous et toutes. Merci pour votre fidélité pour ces petits déjeuners virtuels. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire un focus sur le patrimoine mondial en tant que composante du bien en série Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, à Toulouse. Et pour ce faire, nous avons une équipe de choc, puisque nous avons donc Hélène Campler, que je laisserai se présenter, ainsi que sa collègue Agnès Roussillon, donc de la ville et de la métropole de Toulouse, ainsi que monsieur Pierre-Jean Riera, que je laisserai également se présenter. Et Hélène, écoute, je te laisse la main Très et je bien. t'invite à démarrer. Et un grand merci pour ta participation. Merci Laure pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, je suis Hélène Campler, je suis directrice de projet Toulouse Patrimoine Mondial à la mairie de Toulouse. C'est-à-dire que parmi mes missions, il y a tout ce qui concerne le patrimoine mondial, cela s'entend, et notamment les composantes des biens inscrits. Donc, pour mémoire, à Toulouse, nous avons deux composantes qui font partie du bien chemin de Compostelle en France. Il y a la basilique Saint-Cernin et il y a l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques. Donc, dans le propos que nous allons tenir aujourd'hui, nous serons focus particulièrement sur la basilique Saint-Cernin et justement ce qui a été fait dans le cadre du plan de gestion locale, puisque comme vous tous, hein, composante du bien chemin de Saint-Jacques de Compostelle, nous sommes engagés vis-à-vis de l'agence des chemins de Compostelle qui représente l'État pour la gestion du bien et la transmission aux générations futures. Donc, il y a depuis quelques années des actions d'envergure qui ont été menées. On va vous parler de quelques-unes de ces actions, pas de la totalité. J'excuse d'ores et déjà ma collègue Sophie Reynard-Dubis qui devait intervenir sur la restauration du portail occidental, mais qui est empêchée pour raison de santé et qui sera remplacée donc par Pierre-Jean Riera qui est responsable des stratégies patrimoniales à la ville de Toulouse et qui vous parlera du vitrail de Jean-Michel Autoniel qui a été installé dans la basilique il y a quelques semaines et il vous le présentera un petit peu. Donc si vous voulez bien, nous allons commencer. Et pardon, que je n'oublie pas, je laisse également Agnès Roussillon qui est mon binôme, qui m'accompagne et qui, Agnès, bien sûr, vous intervenez dès que nécessaire. Et nous serons rejoints en fin de réunion par Julie Biézus, qui représente le service Ville d'Art et d'Histoire et qui s'occupe particulièrement de la communication. Donc voilà, on va essayer de vous faire un partage et de vous présenter nos actions. Alors, pourquoi ne le vois-je plus? Ah, si, il est là. Alors, merci de... Si jamais vous avez un problème avec le partage, vous me le faites savoir. Bon, alors on va commencer au début. L'affichage est bon ou je mets en plein écran? Ça va comme ça? Je pense que si tu peux peut-être mettre en plein écran, parce que là, effectivement, Ainsi? alors là, ça a enlevé le partage. Ah, ça a enlevé le partage. OK. Voilà. Hop. Après, si c'est pas possible, on voyait, mais c'est simplement qu'on avait les petites colonnes autour. Voilà. Mais sinon... On va faire ça. Est-ce Voilà, que c'est pas parfait. mal? Bon. Oui, c'est très bien. Voilà, donc l'objectif, hein, comme dans tout plan de gestion des biens UNESCO, c'est évidemment sauvegarder, valoriser et transmettre le patrimoine. Donc pour cet exemple toulousain, nous avons décidé de faire
de mettre l'accent particulièrement sur la place Saint-Cernin, parce qu'il s'agit quand même d'un projet d'envergure qui a été mené. C'est le projet de requalification de la place Saint-Cernin. C'est un projet d'aménagement conséquent. Et bien sûr, cette place, elle a une importance considérable puisqu'elle est un véritable écrin pour la basilique. Donc la place Saint-Cernin, il ne faut pas croire que c'est une place qui a été toujours comme elle est. C'est une place qui est marquée par plusieurs siècles d'évolution urbaine, puisqu'évidemment, il faut imaginer qu'au départ, c'est bien un monastère que l'on a dans cette partie de la ville, un monastère d'ailleurs qui a donné naissance à un bourg, le bourg Saint-Cernin, et ce bourg est devenu une composante intégrale de la ville historique. Donc jusqu'à la Révolution française, il y a une enceinte monastique, c'est ce que vous voyez figurer sur le schéma en bas à gauche, qui isole l'ensemble des bâtiments, dont l'église, mais l'église n'est qu'une partie d'un tout. Et puis, après la Révolution française, eh bien, les bâtiments vont être démolis. C'est particulièrement à partir de 1827, l'architecte de la ville, Jacques-Pascal Virebent, il isole, il souhaite isoler la basilique Saint-Cernin et il dessine, c'est ce que vous avez sur l'illustration en haut à droite, il dessine donc une place ovale, régulière, et on démolit les bâtiments qui n'ont plus d'utilité monastique à proprement parler. Alors, ce projet de place qui a été modifié par Urbain Vitry puis par Eugène Viollet-le-Duc aboutit à la place actuelle, donc une place relativement régulière. Néanmoins, au XXe siècle, cette place est devenue un espace dédié à la circulation, au stationnement, puisqu'il y avait 160 places de parking, et à un marché qui, pour certains, bien sûr, peut être apprécié en tant que marché, mais pour la qualité patrimoniale de l'ensemble, était quelque chose qui était véritablement dommageable. Donc il y a eu cette prise de conscience. Cette prise de conscience, elle s'est faite progressivement. Il y a eu bien sûr en 1998 l'inscription sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO, qui a remis un coup de projecteur sur la basilique. Il y a eu aussi la volonté du maire de Toulouse et des élus de véritablement se recentrer sur la dimension patrimoniale. En 2014, la mairie de Toulouse reconduit l'architecte urbaniste Jeanne Busquets pour les projets d'aménagement du centre de Toulouse. Et parmi ces projets d'aménagement, un des projets prioritaires, c'est la requalification de la place Saint-Cernin. Donc, pour mémoire, les travaux ont duré intégralement, on va dire, ça a commencé même avant, on va le voir, et ça s'est vraiment terminé en 2020. Alors, ce qu'on a demandé à Jeanne Busquets, c'est véritablement de travailler la dimension patrimoniale dans son projet d'aménagement. Donc, d'étudier le passé. On a également procédé à des sondages archéologiques pour révéler les vestiges, pour bien connaître effectivement ce qui restait in situ de cette ancienne abbaye, pour que Jeanne Busquets puisse, avec Michel Desvignes, le paysagiste, travailler un projet qui soit respectueux et révélateur même de cet élément. Donc ce projet d'aménagement, il a été fait en plusieurs phases, donc avec, toujours en lien avec l'histoire de la ville, parce que c'est quand même une surface qui est assez conséquente. Donc la maîtrise d'œuvre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Jeanne Busquets. Le paysagiste, c'est Michel Desvignes. Bon, après, vous avez la liste des interlocuteurs qui ont été associés. Le montant de l'opération, c'est 15 millions d'euros. Les sondages archéologiques ont commencé en 2015 et les travaux ont eu lieu de 2017 à 2019 officiellement, puisqu'il y a eu une inauguration officielle, mais ils se sont terminés en 2020. Et c'est donc 18 000 mètres carrés de surface rénovée qui ont été livrés aux Toulousains et qui ont mis en valeur la basilique. Alors, quels sont les atouts de ce projet? Bon, bien sûr, la basilique en elle-même est le point central. C'est une composante majeure du bien UNESCO.
par sa qualité architecturale, par son histoire. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la basilique, chacun la connaît plus ou moins. Et l'idée, c'était aussi de transformer une place parking en une place jardin, parce qu'effectivement, on avait vraiment l'impression d'être dans un parking. De valoriser la basilique Saint-Cernin, puisque l'aménagement de la place est accompagné aussi de plusieurs projets autour de la basilique, de végétaliser, puisqu'il y a 80 arbres supplémentaires qui ont été plantés pour embellir l'espace public et lutter contre l'effet îlot de chaleur. Donc, c'était de rendre aussi cet espace public plus agréable pour les Toulousains, les visiteurs, les touristes, les lycéens qui sont à côté. Donc, c'était l'ambition de créer des jardins, des lieux de convivialité, de déambulation, de contemplation. Donc, l'un des paramètres qui a été exigé de Joan Busquets, c'était d'évoquer les espaces historiques, d'avoir recours à des matériaux naturels, c'est essentiellement du porphyre, pour garder une qualité urbaine et rester en cohérence avec le centre-ville. Et ce qui n'est pas négligeable aussi, c'est l'apaisement du quartier, l'apaisement au sens effectivement moins de nuisances, moins de circulation, donc plus d'usages tranquilles. Et puis aussi pour les visiteurs, c'est un véritable bonus. Alors les défis du projet, quels sont-ils? Alors, c'était la présence de vestiges archéologiques à faible profondeur, hein. Ces vestiges archéologiques, donc les sondages ont été faits, les relevés ont été faits, et la DRAC, donc l'État, a souhaité effectivement que les aménagements soient faits pour conserver ces vestiges in situ. Bien entendu, ils n'ont pas été altérés, ils sont conservés, mais par contre, ça a eu un impact sur le projet. Il a fallu surélever, voir la technique des poses de pavés, parce que l'idée, c'est que l'on puisse accéder à ce sous-sol archéologique quand on le souhaitera. Donc, il n'y a dans cette place, je dirais, rien d'irréversible, en tout cas pas d'altération des couches archéologiques. Alors, bien entendu, nous sommes aussi dans le périmètre du site patrimonial remarquable. Donc, ce projet a été pensé avec l'architecte des Bâtiments de France pour l'intégration, ses avis, etc. Et nous sommes également inscrits sur la liste du patrimoine mondial. C'est un monument majeur. Donc, ce projet d'aménagement a dû faire l'objet d'une autorisation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Alors, ce projet d'aménagement, il ne faut pas croire que c'est simplement mettre des pavés. Bien entendu, un projet d'aménagement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il y a tout le travail de la mise en lumière qui est très important. Je vous invite, si vous êtes à Toulouse ou quand vous passerez à Toulouse, d'aller profiter de cette merveilleuse mise en lumière. Donc, c'est vraiment un très bel environnement lumineux urbain qui magnifie aussi la basilique et la quiétude des espaces alentours. Alors, petit clin d'œil, voilà une vue aérienne de la basilique, donc cette énorme basilique avec sa très grande emprise, hein. On a quand même une nef de 115 mètres de long, hein, donc c'est tout à fait considérable, hein. Et alors, ce que vous voyez tout autour, ben, on voit des arbres, hein, s'il y en avait, il y en avait déjà, et vous voyez une série de petites voitures. Voilà, il y avait des voitures, des voitures, des voitures et des voitures. Donc voilà la place réaménagée. Eh bien, les voitures ont disparu et on a évidemment la place plus grande qui est donnée à la végétalisation. Alors, il faut savoir que ce projet de réaménagement de la place Saint-Cernin a été finaliste du prix européen de l'espace public urbain en 2022. Alors, la vue que vous avez devant vous, elle est quand même très intéressante parce qu'on a donc une vue sur le portail occidental, mais je vous invite surtout à regarder à gauche. À gauche, vous voyez un aménagement, un carré vert, hein. C'est la matérialisation de l'ancien cloître, hein, et des bâtiments qui existaient à cet endroit-là, qui ont été marqués donc par l'aménagement. Donc ça, c'est véritablement le suivi de cette consigne qui a été faite par les élus de respecter le patrimoine et de révéler le patrimoine dans les aménagements.
Donc ces jardins du cloître, qui sont aussi des espaces verts, alors en devenir, hein, parce que ce projet est quand même récent, mais quelques photos hein, pour vous montrer que cet espace, eh bien, en fait, il est devenu véritablement un lieu que tout à chacun a apprivoisé, où on peut apprécier véritablement la qualité patrimoniale de l'édifice. Alors, je vous passe les détails, la restauration des grilles, l'agrandissement du jardin au chevet. Je ne peux pas vous décrire tout le projet, hein, c'est vraiment l'esprit que je voudrais révéler. Alors, Pierre-Jean vous parlera tout à l'heure du vitrail, hein. La vue que vous avez ici, c'est la vue avant que le vitrail ne soit mis en place. Et sachez également que le portail dont Sophie devait vous parler a fait l'objet d'une restauration. Voilà, la mise en lumière superbe qui révèle notre fleur de corail, hein. Et alors, un projet comme un projet d'aménagement ne va pas seul. Il y a eu bien sûr aussi des interventions sur la basilique. Mais je voulais vous dire un mot également. Ça, c'est accompagné également d'actions façade, hein. C'est-à-dire des travaux de ravalement de façade qui visent à embellir la place Saint-Cernin. Et donc aujourd'hui, il y a 17 immeubles à ravaler, 6 ravalements déjà effectués, 2 ravalements en cours, 12 dossiers qui sont portés par nos collègues du ravalement de façade. Et la rue Saint-Bernard, qui est cette très belle rue qui ouvre sur le chevet, a été ravalée aux 3/4. Alors c'est quoi un ravalement de façade? Je prends la photo, c'est le plus simple. Hein, c'est une façade effectivement qui est altérée par le temps, qui peut avoir été dégradée parfois, non pas intentionnellement, mais par des restaurations plus ou moins heureuses. Donc voilà un exemple de ravalement de façade. Ici, patrimoine remarquable 14 Plein Saint-Cernin. Voilà un dossier qu'ont suivi mes collègues. Donc la façade avant, la façade après. Vous voyez bien entendu la différence et une petite vue sur les détails, hein, puisque c'est aussi bien travailler les badigeons, c'est reprendre les éléments de jointement, c'est traiter également les ferronneries. Donc voilà, ce projet de la place Saint-Cernin est un ensemble et non pas du tout quelque chose d'isolé. Voilà pour ce que je voulais vous dire, hein. On continue, on fait tout d'une suite, hein, Laure, c'est ça. Alors, je laisse la parole à Pierre-Jean Riera, donc responsable de la stratégie patrimoniale, qui va vous parler du vitrail. Je relève. Bonjour à tous. Ah, pardon, donc pourquoi je relève le Oui, partage? tu m'as enlevé le partage et Pardon, pardon. j'avais un peu de mal. Bonjour à tous. Donc, Vitrail est venu terminer la restauration de la basilique. Alors, sur une idée du conservateur régional des monuments historiques, Laurent Baranechea à l'époque, et reprise par le maire-président de créer une œuvre contemporaine pour terminer le travail de restauration, comme je vous l'ai dit. Travail de restauration qui avait commencé par le chevet, qui a été continué par la restauration de certaines peintures intérieures, de fresques intérieures, et qui s'est terminé par le portail occidental, qui avait été très peu restauré, puisque Viollet-le-Duc n'était pas intervenu sur le portail, puisque c'était la fin du monument, et donc peu intervenu. Il y avait quelques architectes des monuments historiques qui étaient intervenus, mais très peu. Et donc ça a été une grosse, grosse restauration, y compris le portail. Et pour en venir à l'œuvre en question, ce vitrail avait disparu depuis des siècles, puisque la rose avait été attaquée par la bataille des Huguenots et détruite. Euh, un système de fer pour protéger la verrière, quelques losanges qui avaient été posés à l'époque de Viollet-le-Duc, du vitrail losangé, donc clair. Et lorsqu'on a retrouvé la rose, on avait en fait un polycarbonate qui protégeait la rose depuis disons la deuxième moitié du XXe siècle.
Le maire-président reprend l'idée, un investissement important, puisqu'on est sur un investissement de 600 000 euros. Donc, trois fonctions au départ. S'agit de fermer la rose constituant une paroi entre intérieur et extérieur, offrir une lumière colorée. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur cette lumière, quelle lumière, notamment avec le curé et avec les ecclésiastiques, par rapport à cette lumière qui éclaire le tombeau de Saint-Saturnin, quand même. Chaque fois que la lumière descend à l'ouest. Offrir une lumière colorée en rapport avec l'édifice et permettre d'éviter la surchauffe de l'été sur l'orgue. Donc on a un grand orgue Cavaillé-École. Il y en a très peu, on n'en a que deux à Toulouse. Cavaillé-École, c'est quand même le facteur d'orgue qui a fait l'orgue de Notre-Dame de Paris. Donc, qui est en plus joué et pratiqué de façon importante. Commission technique présidée par le maire, en présence du curé affectataire et représentant de l'État. Je dis ça pourquoi? Parce que le maire, qui est là depuis bientôt 11 ans, n'a présidé aucun concours d'architecture, ne préside aucune commission d'appel d'offres et délègue l'ensemble à ses adjoints. Et là, il a souhaité présider pour marquer l'importance qu'il apportait à ce sujet. Des représentants de l'État, avec bien sûr la Conservation régionale des monuments historiques, des représentants de la DRAC, la conseillère aux arts plastiques du DRAC, des inspecteurs des arts plastiques du ministère de la Culture, le conservateur du musée Soulages, puisque lui avait connu le travail de Soulages avec les ateliers fleuris sur les vitraux de Conques. Une fois le choix réalisé, l'équipe Maître Verrier, donc c'est Atelier Loire et Jean-Michel Autoniel. Jean-Michel Autoniel, très grand artiste, qui est membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui va faire une exposition très très importante à Avignon cet été et qui est connu mondialement, y compris en Asie et aux États-Unis. Associé à l'Atelier Loire, donc l'Atelier Loire, c'est le Maître Verrier, qui est un des grands ateliers de Chartres, puisque vous savez que Chartres est une grande ville de verriers. Il y a trois ateliers, et c'est un des grands ateliers, et ils travaillent régulièrement, Jean-Michel Autoniel et Atelier Loire ensemble. Ils ont notamment fait un vitrail au Palais du Facteur Cheval ensemble. Euh, un objectif très ambitieux, puisque le choix est fait en octobre 2023, et l'objectif a été fixé pour une livraison novembre 2024, date de la Saint-Saturnelle. Ça, c'était l'objectif qu'a fixé le maire-président chaque 25 novembre, je crois. C'est l'anniversaire de Saint-Saturnin, et il y a une dimension culturelle, mais aussi culturelle par rapport à cet anniversaire. Un comité de suivi technique et administratif avec la CRMH, conseillère plastique, inspection, monuments historiques, curé, les différentes directions de la collectivité, puisque trois directions sont intervenues sur ce travail de vitrail. La direction qui s'occupe, qui est maître d'usage, qui est la direction des musées et monuments, la direction de la construction qui a fait la conduite d'opération, et notre direction qui a mis du lien dans tout ça entre les services de l'État, la collectivité, pour qu'on aboutisse. Et on n'a surtout pas choisi la politique du 1% artistique pour des raisons de gouvernance, puisqu'il fallait que ce soit quand même le maire et les élus qui soient décideurs dans le choix. À gauche, l'esquisse de Jean-Michel Autoniel, et à droite, mais les prototypes qui ont été donnés à la consultation. Donc une esquisse aquarellée avec différentes symboliques, donc des symboliques cultuelles, mais aussi les symboliques de Saint-Jacques de Compostelle, des chemins de Saint-Jacques, où vous le verrez, alors toutes ces petites cibles
que vous voyez, tous ces petits ronds, symbolisent les coquilles de Saint-Jacques portées par les pèlerins. Je peux passer au suivant. Ça, c'est la simulation de la photo du concours. Donc, simulation du projet Vue de nuit. Donc, un projet très coloré, inspiré des vitraux 19e réalisés dans le chevet. La suivante. Avant. Voilà, et ça, c'est la vue intérieure de la consultation. Vous verrez que ça a très très peu changé par rapport à la réalisation, ce qui est un travail absolument exceptionnel. Et en ombre, on voit l'orgue de Cavaillé-École. La suivante. Alors ça, c'est un extrait du mémoire et de l'intention artistique de Jean-Michel Ottoniel. Donc, je vous lis ce qu'il a écrit, c'est un texte de Jean-Michel Ottoniel. Les circonvolutions qui se déploient en mer autour de l'axe central du Vitreuil évoquent la longue quête des chemins de Saint-Jacques et les nombreuses cibles enchevêtrées rappellent les multiples coquilles des pèlerins de Compostelle. Donc, c'est l'un des seuls artistes qui a vraiment compris que la basilique était un lieu de pèlerinage important. Et donc ça, c'est la photo après réalisation, fait par un des photographes de la ville de Toulouse. Et donc, si vous comparez à la photo, à la simulation qui a été faite lors du concours, vous voyez qu'on n'est pas très loin. Voilà. Suivante. Suivante. Voilà, et ça, c'est la photo lors de l'inauguration, donc avec un éclairage spécifique qui a été mis, puisqu'on a fait une inauguration de nuit, et donc il y a eu un éclairage type cinéma qui a été projeté sur le vitrail pour avoir un éclairage de l'intérieur. Donc ça a été un moment très fort de la vie de la basilique, l'inauguration, avec le comte de Toulouse qui est venu, puisque il y a le descendant des comtes de Toulouse qui est venu, l'archevêque, l'évêque, enfin, l'archevêque, l'archiprêtre, le maire président, le préfet. Donc c'était un moment très important. Et je crois que ce vitrail contribue maintenant à la dimension de reconnaissance de la basilique, y compris pour la question des chemins de Saint-Jacques, puisque dans le vitrail est inscrit les chemins de Saint-Jacques. Voilà. Je crois que j'ai fini. Hélène, c'est bon, il n'y a plus de... Non, Non, c'est bon. Merci c'est beaucoup, bon, Pierre-Jean. avec Merci. plaisir. Nous allons continuer, si vous le voulez bien, notre présentation en vous parlant d'une autre dimension, c'est comment effectivement, au-delà d'agir sur ce patrimoine, on accompagne les visiteurs, mais aussi les habitants, pour faire valoir un petit peu cette histoire, cette qualité patrimoniale. Alors là, encore une fois, je ne parle pas de la basilique intrinsèquement, parce que la basilique, c'est un objet, on est bien sur la question de la place. Donc nous avons fait le choix, nous menons au niveau de la ville de Toulouse une démarche de mise en valeur par la signalétique patrimoniale. Ce sont en fait des plaques en lave émaillé qui sont posées sur des supports en acier corten et que nous travaillons selon un cadre graphique récurrent dans l'ensemble l'ensemble de la ville. Et donc, nous avons choisi effectivement d'accompagner ces démarches de travaux et de révéler un petit peu, d'expliquer, par exemple, au niveau du cloître, dont j'ai parlé tout à l'heure et que vous voyez à gauche sur la photo, en fait, la signification véritablement de ces choses. Alors, nous avons mis en place 7 panneaux en lave émaillé. Donc, le cadre graphique que nous travaillons est toujours le même, un titre, ce qu'on appelle un chapeau, c'est-à-dire une phrase de synthèse
qui peut servir d'introduction, mais qui peut aussi être lu indépendamment du reste et donner vraiment un ou deux éléments essentiels. Et ensuite, des paragraphes assez courts, sans vocabulaire excessivement technique, et des documents d'illustration qui permettent en fait de bien comprendre le propos dans sa dimension historique. En aucun cas, ces illustrations sont des illustrations d'aujourd'hui. On ne va pas remettre en visibilité ce que les gens ont sous les yeux. On est là pour donner des clés par rapport à l'histoire. Une traduction en anglais et en espagnol, puisque ce sont des préconisations aujourd'hui au niveau de l'Europe, au niveau de l'UNESCO, de permettre une accessibilité linguistique la plus grande possible. Alors, on ne peut pas traduire en toutes les langues, mais on traduit dans les 2 langues qui sont les plus parlées par les visiteurs, mais également les plus parlées dans le monde, hein, en l'occurrence français, anglais, espagnol. On a quand même une couverture assez intéressante. Et puis à gauche, vous voyez un petit QR code qui nous renvoie sur une base de données d'une très très grande richesse dont la ville de Toulouse peut s'enorgueillir, qui s'appelle Urbaniste. Donc voilà, le type de panneaux hein, que nous réalisons et qui ont été mis en place pour accompagner les projets, pour permettre aux gens d'avoir une meilleure lecture. Et le dernier panneau qui a été installé, au niveau de la porte Miègeville, donc au niveau de l'accès le plus usité par les visiteurs, c'est le rappel justement de notre appartenance au bien chemin de Compostelle en France. Alors, au-delà de cette signalétique patrimoniale, ce projet s'est intégré aussi, hein, la place Saint-Sernin s'est intégré dans un projet de signalétique directionnelle que nous avons suivi avec la direction des mobilités de Toulouse Métropole. Et il s'agit, en fait, vous voyez, il y a des lames de différentes couleurs. Et en fait, ces lames permettent d'identifier les éléments à visiter. Donc, pour les lames rouges, ce sont les éléments à visiter. Pour les lames grises, ce sont les informations plus de niveau administratif et technique. Et il y a également des lames vertes pour les espaces verts, mais là, on est sur une zone où on a particulièrement la dimension patrimoniale qui est mise en avant. Alors, valoriser le patrimoine mondial, c'est intervenir bien sûr sur le terrain avec ces grands projets dont nous avons parlé, comme le projet d'aménagement, mais c'est aussi travailler sur une communication pour rappeler notre appartenance au patrimoine mondial. Alors, nous avons fait avec une société de production qui s'appelle Slot B, des tournages qui s'appellent Les Clés du patrimoine mondial à Toulouse, qui se séparent en 2 parties. Il y a une partie sur Saint-Cernin et une partie sur le canal du Midi, puisque nous avons également la chance d'avoir 13 km du bien canal du Midi sur le périmètre toulousain. Et nous l'avons travaillé par des capsules dont nous avons écrit le scénario avec les réalisateurs, hein, et qui permettent de mettre le doigt un petit peu sur ce qui fait véritablement le caractère, la spécificité, la qualité de la basilique. Donc, vous voyez, sur Saint-Cernin, il y a 6 clés. Sur les chemins de Saint-Jacques, il y a 6 clés. Une clé sur la course du taureau, une clé sur les reliques et Saint-Cernin, une clé sur l'architecture, une clé sur la dimension artistique, une clé sur les sons et les musiques célestes, et une clé qui s'appelle les âmes et les corps, qui en fait concerne l'hôtel Dieu Saint-Jacques, hein, que je vous ai mis à l'écran parce qu'on n'a pas l'occasion, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui est l'autre composante toulousaine sur les chemins de Saint-Jacques. Alors, je vais essayer de vous partager une petite capsule. J'espère que la qualité sera suffisante pour que vous puissiez suivre. Est-ce que le partage est effectif? Alors, je Oui. lance.
On n'a pas le son, Hélène. Ah, ah, vous n'avez pas le son. On n'a pas le son et c'est assez haché. Alors, Agnès va essayer de faire le partage, peut-être, puisqu'elle est sur place. Les Est-ce que le aléas fait... du direct. Parfait. Alors, on voit le plein écran. Ouais, alors, on me dit. C'est bon? On Non, il n'a n'y a pas le pas. son non plus. Bon, bah écoutez, il y a le sous-titre. Donc, je vous invite à les découvrir sur la chaîne Vous entendez YouTube. pas le son? Non, Non plus? Ah mince. Non plus. je vais essayer de changer. Ah, mais non, c'est pas moi. C'est les paramètres audio, mais... Bon, écoutez, vous lisez les sous-titres, donc ce sont quand même... c'est une très très belle réalisation hein, qui a été faite par l'agence Slot B, ici, avec un son qui est très... qui est assez formidable aussi, hein. Ils ont vraiment bien soigné la bande son, donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ces éléments sur la chaîne YouTube de Toulouse Métropole. Vous tapez Toulouse Patrimoine Mondial. Donc on a réussi à faire des images incroyables, hein, comme par exemple, voilà, ils nous ont fait des montages pour montrer le développement du bourg Saint-Cernin que vous voyez ici. Ce que l'on voit également, c'est ben voilà, la procession qui a été remise au goût du jour pour la fête de la Saint-Saturnin. Donc voilà, c'est une capsule, il y en a 6. On ne peut que vous inviter effectivement à les découvrir sur la chaîne YouTube. Et désolé pour le petit... Là, je ne sais pas pourquoi le son n'est pas passé. Merci Agnès. Je viens de vous mettre dans le chat le lien vers la clé numéro 3, donc vers la chaîne YouTube de la ville de Toulouse. Donc voilà, si vous voulez aller la découvrir, il vous suffit de copier-coller le lien dans le chat. Voilà. Voilà, je vais vous repartager maintenant. Hop. Est-ce que Julie est arrivée? Oui, je suis là. Alors, voilà, Julie Biézus qui représente le service ville d'art et d'histoire de la ville de Toulouse et qui va vous rappeler effectivement que, ben, en tant que ville d'art et d'histoire, on a effectivement un certain nombre d'outils et que ces outils sont aussi au service évidemment du patrimoine mondial. À toi l'honneur, Julie. Exactement. Merci beaucoup, Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait Hélène, moi, je dépends du service d'animation de l'architecture et du patrimoine qui incarne un label ministériel qui est le label Ville, Pays d'Art et d'Histoire. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 200 villes et pays en France. Donc, c'est un réseau national. Et comme tout réseau, nous avons un fonctionnement commun notamment qui passe par l'identification de nos outils de travail. Le principe étant que si vous allez dans des villes qui soient labellisées, vous puissiez facilement reconnaître les documents qui sont édités par notre service. Donc là, je vous ai mis un panel d'exemples de la charte graphique que l'on reconnaît, mais qui est également une charte, il y a également une charte éditoriale, c'est-à-dire que les outils que l'on développe prennent une forme différente en fonction du contenu, du message et des informations que l'on va communiquer à l'intérieur. La première étant la collection qu'on appelle les rendez-vous, à l'intérieur desquels se trouve la programmation du service. L'ambition de nos services est de faire connaître le patrimoine et de sensibiliser les habitants à leur cadre de vie par des moyens très variés, que ce sont des visites guidées, des événements particuliers. Les journées du patrimoine sont célèbres, mais il y a également d'autres journées, les rendez-vous au jardin, les journées nationales de l'architecture, les journées européennes de l'archéologie, par exemple.
Dans ces rendez-vous, nous relayons aussi des informations à destination des familles, des enfants. Voilà. Ensuite, il y a une collection qui s'appelle les parcours. Le principe étant de proposer des itinéraires de visite dans la ville avec des petits points d'intérêt. C'est comme faire une visite avec un guide, mais en autonomie. Puis les focus. Le principe du focus, c'est de proposer une présentation générale d'un sujet, mais tout en ayant un axe quand même d'approfondissement. Souvent, c'est un sujet thématique. Et enfin, les explorateurs, qui sont des publications à destination des jeunes, des familles et parfois extension des scolaires. Là, je vous ai inséré quelques exemples en fait, de publications éditées par notre service en 2024 afin de vous montrer la variété des sujets que nous avons traités cette année. Le principe, en fait, c'est que nous essayons toujours de valoriser les projets qui sont menés par nos collègues, parce que déjà, nous avons accès à des photos de bonne qualité, des historiographies renouvelées, qui nous permettent de constituer des publications à jour pour le grand public. Si tu peux, Hélène. Deux zooms en fait sur deux publications éditées l'année dernière. La première qui était un focus sur les politiques de logement social menées au XXe siècle à Toulouse. Donc quand je vous parlais justement de documents qui permettent d'approfondir une thématique, là on est vraiment dans ce cas de figure, puisque c'était un document de 40 pages avec une très riche iconographie et dont les textes ont été rédigés par une de mes collègues qui est au service de l'inventaire. Donc, le contenu n'est pas toujours rédigé par moi. On s'appuie sur des chercheurs qui sont spécialistes de la thématique quand nous le pouvons, ou justement des compétences spécifiques de collègues sur un sujet. Autre exemple un peu plus, en tout cas un peu plus original, je dirais, nous avons édité une série de balades sonores. En tout cas, c'est le premier opus de cette balade sonore qui permet d'explorer les spécificités du site patrimonial remarquable de Toulouse. Donc le principe, c'est un parcours avec des points d'arrêt, comme je vous le disais précédemment, mais avec une autre spécificité, celle d'avoir des QR codes à certains temps du trajet pour pouvoir écouter des pastilles avec des sons ambiants de l'endroit dans lequel on se trouve, mais également des témoignages d'habitants. Et on espère que cette publication va sortir dans quelques mois et on espère qu'elle rencontrera du succès pour pouvoir le déployer sur d'autres quartiers du site patrimonial remarquable de Toulouse. Je vous invite à aller consulter toutes nos publications puisqu'elles sont disponibles à Toulouse, mais elles sont accessibles également en ligne sur notre bento. Nous avons un renvoi vers une page Calameo où vous pourrez les consulter. Et également faire une petite incise sur les projets de publication de l'année 2025. Comme je vous le disais, on s'appuie toujours sur les grands projets que mène la Direction du patrimoine de Toulouse. L'année prochaine, enfin cette année, ouvrira l'église Notre-Dame du Thor après une longue et belle restauration. Donc nous allons éditer un parcours qui permettra au public de le visiter en autonomie. Et il y aura également un projet de publication autour des chemins de Saint-Jacques et des lieux qui sont rattachés au patrimoine de Saint-Jacques à Toulouse, qui sera justement rédigé par Hélène et Agnès. Voilà pour moi. Est-ce que Hélène, tu veux compléter? Mais non, c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. Bon, ben, je crois que on va laisser la parole à Laure. Ou est-ce qu'il, je sais pas, est-ce qu'on ouvre aux questions? Est-ce que vous avez des Oui. remarques? Déjà, je vois que dans le chat, on a des remarques très élogieuses sur le film, même si on n'en a eu qu'un aperçu. Voilà, c'est Cécile Perinelli qui dit que ça donne envie d'aller voir. Jean-Marie Hébert qui dit que les images sont très parlantes. Donc, voilà, un grand bravo pour les capsules vidéo. Alors, y a-t-il des questions? N'hésitez pas à cliquer sur la petite main pour lever la main.
si vous avez des petites questions, comme ça je vous verrai tout de suite, ou si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Ah, je vois Elia Jiménez, donc Bonjour. J'avais deux questions concernant le projet le projet de restauration de la place Saint-Cernin. La première, vous avez dit que vous avez dû passer en CNPA pour faire valider ce projet, et parce que le site était inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et donc, il y avait besoin de l'avis de la CNPA pour l'aménagement urbain. En fait, j'étais pas du tout au courant de cette disposition, donc je voulais en savoir un peu plus. Je pensais que l'avis de la BF suffisait. En plus, en SPR, l'avis de la BF et puis la commission locale peut-être, et le document de gestion, je pensais que ça suffisait. Et ma deuxième question portait sur les ravalements de façades, et je voulais savoir s'il y avait une incitation de la municipalité pour que les propriétaires ravalent ces façades, et si oui, quelle incitation? Alors, je vais vous répondre partiellement, mais Pierre-Jean pourra certainement compléter. Euh, je ne sais pas si c'est une disposition légale, mais il y a une très grande vigilance de l'État qui est responsable aux yeux de l'UNESCO des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et il est clair que les projets d'envergure, hein, tous ceux que je connais qui portent sur la dimension patrimoine mondial, sont transmis au CNPA. Mais par contre, je ne sais pas exactement si c'est une disposition légale ou pas. Pierre-Jean, tu sais ça? Et ça, c'est à l'arbitrage de la conservation régionale et monument historique. Ensuite, il y D'accord. avait la deuxième dimension, c'est le bâtiment classé quand même, puisque d'abord, il a été sur la liste qu'on appelle la liste Mérimée, donc l'un des premiers bâtiments protégés euh, de la ville, quoi, la basilique. Et il y avait la question des jardins, parce qu'en fait, les jardins sont sur la partie classée. Donc, la grille, enfin, il y a plusieurs sujets qui méritaient un arbitrage de la Commission nationale. Ensuite, il y avait la question des fouilles aussi, quand même, parce que la question des fouilles, quoi, on raconte l'histoire un peu après en disant que tout va bien, mais autant dire que ça a été des discussions quand même, cette histoire de fouilles, puisque les érudits souhaitaient qu'on fouille, quoi, je veux dire clairement. Mais d'un autre côté, il fallait un arbitrage à la Commission nationale disant non, non, on fouille pas, surtout on fouille pas. Euh, Puisque de toute façon, on sait ce qu'il y a dessous, et la question, c'est plutôt protéger les restes archéologiques. Donc, au-delà de la question, c'est qu'il y a aussi la question du monument historique, c'est-à-dire que, et la question de l'archéologie, je pense que la commission régionale n'était pas suffisante pour prendre de telles décisions, sachant que ça prenait une tournure politique. Et donc, la commission nationale était là pour arbitrer, quoi. Ok. Mais de toute façon, comme dit Hélène, sur ce genre de grand projet, ça remonte toujours en centrale, hein, ça c'est clair. Et Merci. concernant le ravalement de façade, oui, il y a des aides, hein, bien entendu, au ravalement de façade. Si on reprend le PowerPoint, puisqu'effectivement, ça n'est pas nécessairement ma spécialité. Concernant l'exemple qui vous a été montré, donc voilà, si vous regardez ici, donc voilà, ici vous avez une subvention qui est de l'ordre de 20%. Donc il y a des dossiers de subvention, hein, qui sont déposés par les propriétaires auprès de la collectivité, qui sont analysés par le service, hein. Donc c'est des processus. Alors évidemment, la mairie de Toulouse, c'est une collectivité importante, donc on a des services qui peuvent traiter ces différents paramètres, hein. Mais on a un service de 5 personnes qui ne s'occupent que du ravalement de façade. Donc il y a des campagnes obligatoires, hein, où les gens effectivement se doivent de ravaler leur façade, mais peuvent également solliciter des aides au niveau de la collectivité qui étudie le dispositif en place, et de quelle manière les personnes peuvent être
peuvent être aidés. Je sais qu'il y a aussi des dispositions particulières pour les personnes à faible revenu. Après, ça reste de la subvention contributive, en aucun cas une prise en charge des choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Alors, on a une question dans le chat donc de hop, Bernard Coquille, pardon. Bonjour et merci pour cette présentation des plus convaincantes. Notre association Camille s'essaye de faire travailler les communes du chemin de Compostelle en Minervois, Aude-Hérault, sur la thématique patrimoine qui n'est pas souvent une priorité pour elles. Hop. Nous travaillons particulièrement avec la commune de Pouzol, dont l'histoire se mêlerait à celle de Toulouse, fief de donc de Guillaume, j'imagine, de Pépieux, chef de guerre du comte de Toulouse, présence d'un hôpital et d'une église Saint-Saturnin sur le chemin. Comment imaginer un jumelage avec la capitale toulousaine? Merci Bernard, et donc signé Bernard pour l'association Camille. Et il a donné son mail. Alors, un jumelage stricto sensus, bon, c'est un dispositif un peu particulier. Après, voilà, je pense qu'il faudrait tout simplement échanger. En tout cas, un échange d'expérience, c'est toujours intéressant. Donc, une rencontre à minima pour échanger sur cette question, pourquoi pas. Voilà, à creuser. Eh bien, écoutez, d'autant que Pouzol va devenir commune halte, puisque la convention sera signée bientôt au mois de mai. Donc, effectivement, ce sera peut-être l'occasion de vous remettre en lien. Mais voilà, l'adresse mail de l'association Camille est dans le chat. Très bien, Donc, très n'hésitez bien. pas à la copier-coller. Y a-t-il une dernière question? Non, c'est donc c'était tout clair. Eh bien, en tout cas, je voulais vous remercier tous les quatre. Voilà, désolée, Madame Jesus, de vous avoir oublié au début de la présentation. Et merci pour votre intervention et la présentation de ces documents. Merci donc pour effectivement cette intervention vraiment très intéressante et très éclairante sur la façon dont on peut construire un écrin accompagnant et la mise en valeur d'une composante du bien et une réflexion à l'échelle urbaine. Et puis voilà, je vous invite à revoir cette intervention si vous le souhaitez, donc sur la chaîne YouTube de l'Agence française des chemins de Compostelle. Vous pouvez également partager cette vidéo depuis la chaîne YouTube de l'agence. J'en profite pour vous donner rendez-vous pour le prochain petit déjeuner qui aura lieu, une fois n'est pas coutume, non pas le deuxième lundi du mois parce que vacances, parce que pont, mais le 31 mars prochain et donc qui sera donc construit avec ICOMOS France et qui traitera du sujet le patrimoine au service de la solidarité ville-campagne. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore pour votre assiduité. Un grand merci à vous tous et à nos fidèles et que l'on retrouve de petit déjeuner en petit déjeuner. Et donc, nous vous donnons rendez-vous le 31 mars prochain. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir Merci, à au revoir. tous. Au revoir. Merci. Laure, je crois qu'il y a une dernière question. Oui, j'avais une dernière question, mais je pense que Madame Kempler est partie. Oui, Non, je voulais poser une question sur la stratégie